Dans un contexte de sanctions internationales croissantes, Vladimir Poutine dévoile son plan stratégique pour l'économie russe. Avec des objectifs ambitieux de croissance stable et une souveraineté technologique renforcée, il répond aux défis internes et externes qui pèsent sur la Russie. Dans cette vidéo, découvrez comment la Russie prépare sa renaissance économique, défiant les obstacles et se positionnant pour l'avenir. Restez avec nous pour une analyse complète de ce discours crucial à la fin. Chers collègues, bonjour. Au début du mois de décembre, lors du forum VTB, la Russie appelle, et à la réunion du Conseil pour le développement stratégique, j'ai souligné qu'un enjeu systémique majeur se posait à nous dans le domaine économique, à savoir la transition vers une croissance équilibrée, avec un faible taux de chômage et une inflation modérée. Je rappelle que cela constitue une condition essentielle pour atteindre nos objectifs nationaux de développement, ainsi que pour la mise en œuvre réussie des programmes publics et des projets nationaux. Ces derniers, comme vous le savez, doivent démarrer dès le 1er janvier de l'année prochaine. Il est évident qu'un facteur clé pour une dynamique économique stable est une augmentation des investissements dans l'expansion des productions et la création de nouveaux emplois réside dans le financement du secteur réel, incluant l'industrie, l'agriculture et les services. Cela concerne tant les crédits destinés aux grandes entreprises que ceux accordés aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux entrepreneurs débutants. Actuellement, le gouvernement met en œuvre une série de programmes pour soutenir le financement, tant pour les entreprises que pour les citoyens. Ces programmes prévoient principalement la subvention des taux d'intérêt. Ces crédits préférentiels représentent déjà une part importante du portefeuille bancaire, soit environ 16% ou plus de 17 000 milliards de roubles. Parmi eux, plus de 10 000 milliards concernent les programmes d'hypothèques à taux réduit. Les résultats de ce soutien sont visibles. Prenons l'exemple des subventions pour les hypothèques. Grâce à cet instrument, des centaines de milliers de familles ont amélioré leurs conditions de logement et notre secteur de la construction a atteint des volumes records en termes de mise en chantier. L'accès à des crédits préférentiels a également permis d'augmenter la production agricole et le nombre d'emplois dans le segment des petites entreprises. Avec le soutien de la Fabrique de financement de projets, plusieurs grands projets dans les secteurs de la chimie, de l'extraction minière et des infrastructures ont été lancés. Aujourd'hui, nous discuterons plus en détail de la manière dont se déroule la subvention des crédits et de leur impact sur le fonctionnement des entreprises, des collectifs de travail, des secteurs entiers et sur l'élargissement des capacités de production de notre économie. Ce que je voudrais ajouter, bien entendu, c'est que nous devons continuer à suivre l'efficacité du soutien au financement. Nous comprenons à quel point cela est crucial, notamment dans le contexte actuel de taux directeurs élevés. Il est nécessaire de mener un suivi régulier et exhaustif des objectifs atteints par ces programmes. Comme je l'ai déjà mentionné lors de la réunion du Conseil des projets nationaux, nous devons également mener un travail d'information pour que les citoyens et les entrepreneurs soient au courant de ces programmes, de leur ampleur, des conditions d'obtention et des délais, afin d'éviter des situations où les programmes annoncés, bien que demandés, se heurtent à des limites financières épuisées. Je demande de veiller à ce que cela ne se produise pas. Je tiens également à souligner que, dans les conditions actuelles, marquées par la nécessité de contenir l'inflation et par une politique budgétaire rigoureuse, il est impératif d'adopter une politique de crédit appropriée. À cet égard, il est nécessaire d'ajuster les programmes de financement préférentiels et de les orienter davantage vers la garantie de la souveraineté technologique du pays et le développement de l'offre économique. Il convient également d'analyser l'équité dans la répartition des risques liés à la hausse du taux directeur entre les banques, les emprunteurs et le budget fédéral. Par ailleurs, je propose d'examiner la possibilité de lier l'octroi de crédits préférentiels à l'entrée des entreprises en bourse, notamment pour les grandes entreprises leaders de leur secteur, lorsque cela est justifié et pertinent. Un autre sujet concerne la charge d'endettement des entreprises à participation publique. Comme je l'ai déjà noté, cette charge a augmenté récemment. Il est important de prendre en compte les programmes d'investissement des entreprises publiques et leur rôle dans l'équilibre du marché du crédit d'entreprise. À partir de cela, nous devons adopter une approche réfléchie et responsable dans la gestion du portefeuille de crédit de ces entreprises.
Enfin, je tiens à souligner que les entreprises à participation publique jouent un rôle particulier. Il est crucial de ne pas en faire trop avec des exigences excessivement strictes à l'égard des programmes d'investissement qu'elles établissent, tout en leur donnant la possibilité de se développer et de mettre en œuvre des programmes essentiels pour l'État et qui servent de moteur non seulement pour ces entreprises, mais aussi pour des secteurs entiers de l'économie russe. Vous comprenez de quoi il s'agit? Commençons à travailler. La parole est à Maxime Naoumovitch. Je vous en prie. Le discours de Vladimir Poutine aborde des sujets essentiels qui façonnent actuellement l'économie russe, en insistant sur des mesures stratégiques pour répondre aux défis internes et externes. Il met en avant l'objectif ambitieux d'une transition vers une croissance équilibrée, avec une faible inflation et un faible taux de chômage. Ce modèle, bien qu'idéal, nécessite des réformes profondes et une gestion prudente des ressources. Ce plan reflète une volonté de stabiliser l'économie dans un contexte de sanctions internationales. Mais le défi principal reste de maintenir cet équilibre tout en soutenant des secteurs clés comme l'industrie et l'agriculture. L'accent mis sur les programmes de crédit subventionnés, avec 17 000 milliards de roubles annoncés, montre la détermination à stimuler les investissements dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la chimie et les infrastructures. Ces crédits représentent une opportunité significative, bien qu'il reste à voir s'ils suffiront à surmonter les défis liés aux sanctions et à la hausse des taux d'intérêt. Les programmes de logement ont également été mis en avant, avec des résultats positifs marquant une amélioration des conditions de vie de nombreuses familles et des records dans le secteur immobilier. Ce succès renforce la stabilité sociale et économique, mais il est crucial d'éviter que ces crédits deviennent un fardeau à long terme. Par ailleurs, Poutine a souligné l'importance des entreprises d'État dans le financement des investissements stratégiques, tout en appelant à un contrôle rigoureux pour éviter le surendettement. Ces entreprises jouent un rôle central, mais elles doivent équilibrer rentabilité et investissement à long terme pour éviter des crises internes. Le développement de la souveraineté technologique a été présenté comme un pilier essentiel. Il s'agit d'un objectif stratégique pour réduire la dépendance envers les technologies étrangères. Cependant, atteindre cette souveraineté nécessite des investissements massifs et une gestion rigoureuse. Enfin, Poutine a insisté sur la transparence et une meilleure communication auprès des citoyens et des entreprises concernant les programmes disponibles. Cette approche est cruciale pour renforcer la confiance et encourager une participation active des acteurs économiques. Le discours de Vladimir Poutine propose une vision ambitieuse pour l'économie russe, mêlant pragmatisme et objectifs à long terme. Cependant, cette vision dépendra de la capacité à mettre en œuvre ces politiques efficacement, à maintenir une stabilité macroéconomique et à surmonter les défis des sanctions internationales. Les prochaines étapes seront déterminantes pour savoir si ces réformes permettront un renforcement durable de l'économie. N'hésitez pas à donner votre avis. Et à très bientôt.